Bonjour. Aujourd'hui, j'accueille Marilène Vincent. Bonjour. Bonjour, bonjour à Alors, tous. la raison de votre venue, c'est parce que dans ce Covid-19 où on n'entend que du négatif, je suis tombé sur une de vos vidéos qui s'appelle Le virus de l'amour. Alors, ça m'a interpellé, bien entendu. Euh, Quelle a été cette démarche? Pourquoi le virus de l'amour en parlant du Covid-19? Bonjour alors encore une fois à tous. Oui, le virus de l'amour, parce que, écoutez, franchement, vous l'avez remarqué, vous serez peut-être d'accord avec moi, il y a eu une overdose d'informations sur tous les médias pendant 2 mois, les 2 mois du confinement. On peut le comprendre, c'est quelque chose d'exceptionnel, jamais vu dans l'histoire de l'humanité qui nous tombe dessus, quelque chose de grave certainement. Mais en même temps, est-ce qu'on ne pouvait pas changer son regard pour imaginer un aujourd'hui et un demain plus beau, plus humain, plus positif? Alors, pendant 2 mois, je n'ai cessé, de par mon métier, puisque je suis à la base Alors professeur voilà, c'est ce d'histoire, que j'allais dire. Je vais vous présenter quand même rapidement. oui, Vous êtes professeur d'histoire, vous êtes écrivain, vous avez été journaliste, vous êtes conférencière, vous êtes une passionnée du développement personnel. C'est ça. Donc c'est tout à cette fait. démarche qui, pendant 2 mois, quand vous avez vu tout ce qui se passait, qui vous a fait énormément réfléchir et arriver à cette vidéo. Oui, cette vidéo pour rassurer, en fait, si vous voulez, parce que je me suis rendu compte que là, les Français, les citoyens et une grande partie du monde, puisque 4 milliards d'individus sont quand même confinés sur la planète, eh bien, ont développé un égrégore de peur, en fait. Les gens ont peur réellement. Vous discutez avec vos voisins, vos amis, votre famille. euh, c'est une conversation que l'on entend tout le temps, systématiquement. Et alors, comment faire pour réduire ces peurs? Justement, cette peur, elle est là aussi, puisque tous les chiffres aujourd'hui montrent des morts, même si aujourd'hui ça baisse. Cette peur, elle est un peu justifiée. Donc pour vous, pourquoi on devrait changer de regard? Oui, je crois qu'il faut relativiser au niveau des chiffres. On a eu donc plus qu'une information, peut-être quelquefois, un ami me parlait de propagande, parce que oui, pourquoi vous voyez, dernièrement, il y a eu ce qu'on appelle un cluster, c'est-à-dire un foyer en Dordogne, ça a fait la une, les gros titres, mais c'était une famille qui était touchée. D'une manière générale, la grippe chaque année touche 20 000 personnes, 20 000 décès, c'est 20 000 de trop. Aujourd'hui, on en est à 25 000. Mais la grippe de Hong Kong en 1959, c'était 30 000. Est-ce qu'on a confiné toute la France? La grippe espagnole en 1918, c'était, les chiffres sont imprécis, mais entre 50 et 100 millions de morts sur la planète. Vous voyez, on en est aujourd'hui à 280 000 sur la planète. Vous Donc voyez le décalage? pour vous, les médias, aujourd'hui, on est tellement surinformés que ça participe à ce côté anxiogène du système. La Complètement. méthodologie d'information devrait être à revoir. Complètement. J'ai eu le sentiment que j'avais la mission de rassurer. Alors c'est peut-être très prétentieux, mais en tous les cas, dire aux citoyens, aux personnes qui nous écoutent, relativisons, informez-vous, les chiffres, ils sont faciles à trouver avant de venir. Enfin, ça fait 2 mois que je regarde et que je lis des informations sur le Covid. Donc voilà, j'ai vu monter ces chiffres, mais rien d'hyper alarmiste. Aujourd'hui, les gens ont peur, voire certains sont terrorisés. Donc, est-ce que, vous voyez, les morts aussi, je pourrais donner un autre chiffre sur le plan mondial, les morts du cancer, c'est 8 millions de morts du cancer, 8 millions de morts au niveau de la pollution, 8 millions aussi, les chiffres sont les mêmes pour le nombre d'enfants qui meurent de faim. Est-ce qu'on en parle comme ça? Non. Ça Donc, devient presque anecdotique. Alors il y a un décalage entre les informations. Je crois qu'il faut remettre les choses à leur place. et alors, comment on peut faire pour remettre les choses à leur place, puisque tout est maîtrisé par les médias? Donc aujourd'hui, c'est le rôle des médias qui doivent changer, ou est-ce qu'il y a un moyen pour vous de faire différemment? Sous forme de boutade, je vais vous dire, écoutez TV Land, vous voyez, puisqu'il y a des gens comme moi qui y passent, parce que oui, nos médias sont aux mains d'une poignée entre 5 et 10 milliardaires en France. Et comme on sait que l'économie prime sur le politique aujourd'hui, eh bien, voilà,
je vais pas dire qu'il y a un intérêt à faire peur, mais moi j'ai des amis qui trouvent plus de cohérence aux thèses qui sont dites complotistes. Ah, ça va loin, ça, hein, j'en suis pas là. Mais c'est vrai qu'on a vécu des incohérences, en veux-tu, en voilà, des demi-vérités, voire des mensonges, sur les masques, sur les tests, puis ces incohérences que les Français ne comprennent pas, et là aussi qui participent au climat anxiogène ambiant. Des exemples, on ouvre les supermarchés, hypermarchés, le métro pour que les gens puissent aller travailler, les écoles où les enfants peuvent rentrer dans ces écoles jusqu'à 15, et puis de notre côté, on ne peut pas se rassembler à plus de 10, on ne peut pas aller au bord de la mer. Si je fais quelques références historiques, puisque à la base je suis quand même professeur d'histoire, voilà, les plus grands, je pense à Eugénie, l'épouse de Napoléon, qui allait au bord de la mer, qui avait ce besoin, Eugénie et Biarritz, pour justement se régénérer. On sait bien que c'est bon pour la santé, la nature, hein, etc., etc. On va regarder, alors pour vous, Covid-19, on va essayer de transformer ce discours qui jusqu'ici a été anxiogène et négatif en positif. Qu'est-ce qu'il a apporté de positif, puisque c'était le sens de votre démarche? Qu'avez-vous trouvé de positif dans ces 2 mois? Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il va apporter? Alors moi je crois un regard nouveau, et concrètement, allez, je parlais de nature à l'instant, nous avons échangé beaucoup de vidéos pendant ces 2 mois de confinement. On a tous vu que la nature reprenait ses droits. Exemple, les dauphins que l'on retrouve dans la lagune à Venise, mais pas que, c'est juste un symbole. Les ours qui vont se baigner dans les piscines dans certaines maisons du Nord canadien qui investissent les villes. Dernièrement aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais un chevreuil qui se baignait au bassin d'Arcachon. Voilà, des images magnifiques. Et c'est tant mieux, parce que cette pauvre nature, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, hein, parce qu'il y en aurait dans tous les domaines, mais on sait très bien qu'on lui a fait beaucoup de mal, et nous n'avons pas une deuxième planète. Nous devons... Alors, quelque part aussi, je crois en l'intelligence de ce virus. Un virus qui touche tout le monde, les riches et les pauvres, et même peut-être un peu plus les riches que les pauvres. Vous avez vu en Afrique, hein, voilà, le virus ne touche pas trop le continent. Donc, oui, sur le plan de la nature, par exemple, je peux continuer. Oui. Ouais, vous pouvez en dire, il y a plein de choses, mais on peut aussi parler des gens. On peut parler des gens, bien Pour évidemment. vous, est-ce que ça a été une vraie solidarité, comme on a pu l'entendre partout, ou parce qu'on a l'impression qu'avant le Covid-19, il n'y avait pas de solidarité. Or, il y a quand même toujours eu de la solidarité qui a été peut-être montrée enfin par les médias. Une extraordinaire et belle, magnifique solidarité, et bien sûr, parce que toutes ces petites mains qui étaient déconsidérées, vous voyez, j'en parle dans la vidéo, hein, les caissières, les éboueurs, les boulangers, et bien là, on a vu leur importance. On en a terriblement besoin. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans eux? Le personnel médical, bien évidemment. Alors, ils sont devenus des héros, hein, voilà. Parce que justement, on ne passe pas d'une exagération de oui, l'un à l'autre. oui. Je crois que la vie est une question d'équilibre, parce que d'un côté, ils se prenaient un an auparavant des bombes lacrymogènes dans la figure, et puis là, ils étaient encensés. En tous les cas, heureusement que toutes ces belles personnes étaient là pour nous aider, au détriment, avec la peur peut-être au ventre, hein, quelquefois qu'elle ait travaillé, bien souvent. Donc oui, et on a vu cette proximité, ce lien qui se créait entre les gens. Par contre, l'Europe, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Europe ou de la solidarité de l'Europe entre États. Là, on peut se poser des questions. La fabrication des masques, voilà, les petites mains se sont mises au travail, tous autant qu'on était. L'Europe, l'État français, il y a quand même eu de belles déficiences, parce que si nous avions eu des masques, je veux bien croire, comme on a pu le voir, et on le verra, parce qu'il y aura des conclusions demain, après-demain, dans différents pays du monde. Je pense à Singapour, je pense à Hong Kong, je pense au Japon, à la Suède. Il n'y a pas eu de confinement. C'est quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Ils ont continué à travailler, et
et voilà, et tout se passe bien, puisqu'ils ont très très peu de morts. Très très peu de morts. Alors on arrive aujourd'hui, c'est pas un hasard si vous êtes là, parce qu'on parle du déconfinement. Donc on parle de après. Alors déjà aussi là, il y a une ambiguïté parce qu'on n'arrête pas de faire croire que c'est fini. Or, rien n'est fini. Et qu'est-ce qui va se passer pour vous? Parce que vous pensez vraiment que l'humanité va être sortie positive de cet événement et que les gens, il y a un avant et un après, tout le monde n'arrête pas de le dire. Vous pensez vraiment que ça va être le cas? Alors, il y a beaucoup de questions dans tout ce que vous dites. C'est fini. Qu'est-ce qui est fini? La crise sanitaire, vous avez des médecins qui l'annoncent, comme le professeur Raoult. Voilà, par exemple. Entre parenthèses, je fais une grosse parenthèse. Ouais. Mais vous savez qu'à Marseille, sur 1000 cas d'infectés par le virus, eh bien, il y en a 4 qui sont morts. Et dans le reste de la France, il y en a que 109 quand même. Le delta est de 105. Vous voyez, on n'a pas voulu utiliser de chloroquine. Moi, je ne suis pas médecin, je ne sais pas, mais je regarde les chiffres, voilà ce qu'ils disent. Ça, c'est une chose. Il y aura un avant, un après. Je ne suis pas non plus Madame Soleil, mais j'ai la conviction, puisque vous m'interviewez, qu'il y aura un avant et un après. Puisque après la crise sanitaire, si elle est terminée, comme de grands épistémologistes le disent, eh bien, oui, je ne vois pas, par exemple, pour prendre des pans entiers de l'économie, comment l'aéronautique va continuer comme si de rien n'était. Bon, aujourd'hui, il y a 12-13 millions de chômeurs, chômage partiel. L'État a ouvert les robinets. Bon, il va bien falloir payer. Comment ça va se passer tout cela? Il est fort possible qu'il y ait quand même des déconvenus sur le plan économique, financier, boursier peut-être. Ça, qu'il y ait un après à ce niveau-là, on est d'accord. D'accord. Mais dans la Non, parce que vidéo, vous avez quand même, je me permets de vous couper, mais des gens autour de vous aussi, certainement, qui n'attendent qu'une chose, c'est que tout revienne comme avant. ben justement, c'est pour ça qu'on parle d'un avant et un après. Tout le monde s'attend à ce que tout redevienne comme avant. Bon, déjà, l'économie, c'est pas possible. Donc, il va y avoir un enchaînement. On ne sait pas comment la reprise va être faite. Comme vous dites, ils ont ouvert les vannes. Il va falloir les fermer et à quel prix. Mais après, au niveau, dans votre vidéo, Oui. c'était plutôt le côté, est-ce que les gens vont avoir tiré une leçon de ce qui leur est arrivé? Vous prenons un exemple que vous avez cité tout à l'heure, la nature. La nature a repris ses droits. Pour combien de temps, j'aurais tendance à dire? Parce que est-ce que l'humain va être capable de tirer une vraie leçon de Oui. cette expérience? Oui. C'est ça ma Oui, question. alors c'est une vraie question. Je vais encore vous dire que je ne suis pas Madame Soleil. Ceci dit, je pense que je vois bien 3 catégories de personnes, si vous voulez. Ceux qui étaient déjà dans un, entre guillemets, on ne peut pas continuer comme ça, qui avaient peut-être la fibre écologiste ou tout simplement qui faisaient attention, qui triaient ses déchets, etc. etc. Vous voyez, ce genre de personnes auxquelles j'ai fait allusion. Ensuite, il y a ceux, et je l'ai dit il y a un instant, qui voudront que ça continue et ne rien changer. Et puis au milieu, il y a toute une frange de la population qui à ce jour n'est pas quantifiable. Je ne peux pas répondre à cette question, mais qui va conscientiser. Alors certains aussi passeront dans la première catégorie, d'autres dans la dernière catégorie, et au milieu, voilà, ils vont naviguer. Peut-être qu'à certains moments, ils auront envie de consommer comme avant, et puis à d'autres moments, ils auront la conscience que le monde ne peut pas continuer comme ça. Un expert en la matière qui travaille justement sur les changements de mentalité et sur le pourcentage de population qu'il faut pour faire changer des mentalités, me disait l'autre jour que pour ce changement, je pensais qu'il fallait 50%, être 50%, mais non, pas du tout. 10,4% suffisent à faire basculer les mentalités. Alors, c'est quand même peu, et on peut espérer que ces mentalités évoluent. Il faut qu'on arrive à convaincre 10,4% des gens qui nous regardent pour arriver à faire une modification dans la démarche du quotidien. Il semble que ce soit comme cela que cela marche. Donc ça laisse quand même espérer, ça donne envie d'être positif. Et puis je crois aussi que on a tous notre part de responsabilité. Chacun doit faire sa part. Ça me fait penser au colibri si cher à Pierre Rabhi. Ça me fait penser à Gandhi qui dit sois le changement que tu veux voir en ce monde. Oui, bien sûr, il nous faut modifier
nos actions, modifier nos pensées, modifier nos émotions aussi. Il y a tout un travail, vous voyez, à faire parce que si on s'intéresse un petit peu à la physique quantique, par exemple, qui dit que la pensée est créatrice, eh bien peut-être que si on modifie nos pensées, si on veut voir un monde plus beau, un monde plus serein, un monde plus humain, un monde bienveillant, un monde dans le respect des valeurs, enfin, ça fait beaucoup de choses à modifier, mais le basculement peut se faire assez rapidement. Et si je parle comme ça, c'est parce que je crois que je suis une preuve aussi de ce basculement, parce que je n'ai pas toujours été comme ça, loin s'en faut. Justement, comme vous dites, vous avez été quelqu'un de différent avant, vous êtes dans cette démarche-là. Aujourd'hui, on est quand même dans une société assez individualiste. On le voit bien avec la cacophonie que l'on peut voir au niveau du gouvernement, des hommes politiques. L'Europe, comme on a dit tout à l'heure, qui a absolument pas fait son rôle d'Europe. J'aurais tendance à dire dans le sport, où ça a été chacun pour soi et je dirais pas Dieu pour tous, mais pas loin. Vous croyez vraiment que les gens au quotidien, quand on a interdit de se déplacer pour les vacances, il y a quand même eu beaucoup de gens qui sont déplacés. Donc on voit bien ce côté individualisme des gens. Et comment faire pour arriver à leur faire prendre conscience de toutes ces modifications à faire? Vivre une période de chaos, toucher le fond, je plaisante. L'humour sauve beaucoup, donc j'ai toujours tendance à faire du deuxième degré. Je ne crois pas non plus qu'il soit possible de changer les mentalités en un claquement de doigts. Je trouve que ce virus est très intelligent et que par conséquent, peut-être que si on ne comprend pas encore et si c'est l'ancien monde qui gagne, on aura peut-être droit à une deuxième couche, une troisième couche, jusqu'à ce qu'on comprenne. Vous savez, à titre personnel, on a tous eu des épreuves, des expériences négatives. Et ces expériences sont formatrices finalement, parce qu'elles nous permettent, au bout d'un certain temps, pour reprendre le sketch de Fernand Reynaud, vous voyez, un certain temps, il ne sera pas le même pour tout le monde, mais à un moment donné, ils nous permettent de basculer, ou pas. Alors là, ce sont ces gens qui ne basculeront jamais, quoi qu'on fasse. Mais ils ne sont pas majoritaires. À côté de cela, l'expérience me paraît toujours utile. Si on veut bien se donner les moyens, reculer, faire un pas de côté et analyser la chose. Alors oui, il y a eu comme un exode hein, au début du confinement, juste avant, là, le week-end d'avant, puisque nous avons un certain nombre de citadins, et on ne va pas leur jeter la pierre. Ils avaient peut-être une résidence secondaire ici, ils vivaient peut-être dans un appartement plus petit à Paris ou ailleurs, et ils avaient envie d'être au large, de respirer, et ils pensaient sans doute qu'on allait pouvoir se promener au bord de la mer, mais bon, on a vu qu'il n'en a rien été. Bon, je crois surtout aussi qu'en cette période, vous voyez, où on aurait tendance à tirer sur un tel, il faut surtout rester unis. Surtout rester unis parce que on doit sauver la planète et se sauver soi-même. Et trouver les bonnes méthodes pour. Ça ne se fera pas du jour au lendemain comme ça. On va vivre des semaines et des mois peut-être difficiles. Je pense que inconsciemment, quelque part, on s'y prépare, on le sait, ce que je dis, on le sait, mais, mais moi, je crois à un aboutissement heureux. On a fait un peu le tour de tout, parce qu'autrement on pourrait en parler pendant des heures et des heures. La conclusion, c'est que pour être heureux, il faut vraiment en avoir. Et vous citez Voltaire qui dit « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». C'est votre Oui. conclusion de la chose? Oh oui, 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 oui. Et juste un petit mot sur les moyens pour être heureux. D'abord, c'est le lâcher prise. Alors, c'est facile et compliqué. À la fois, il faut lâcher le mental parce que si on fait des projections, on peut s'angoisser. Mais il faut vivre le moment présent. Là, vous voyez, tous les deux, on est là, ici, maintenant. On est heureux, on est bien. On pourrait rajouter un peu de musique. On pourrait rajouter un peu toutes les passions qui nous plaisent. On pourrait rajouter, simplement, j'aurais envie de dire, quand ça va pas bien, respirez un bon coup, je vous assure, ça ira mieux. Expérimentez-le aussi, ne me croyez pas sur parole. Buvez un verre d'eau. Vous voyez, des choses toutes bêtes comme ça. Mais ça, on finit par goûter à ce qu'est le bonheur avec des choses simples.
Et c'est pas l'achat d'un énième chemisier ou l'achat d'une énième voiture qui va nous rendre heureux. On va revenir aussi peut-être à la simplicité. Comme dit Pierre Rabhi, vous voyez, je le cite pour une deuxième fois, la sobriété heureuse. Et je vous assure, ça marche. Alors, testez-le. On va vous diffuser après le virus de l'amour, qui est le résumé de tout ce qu'on vient de dire. Et puis, oui, soyez positifs, mais attention, le Covid-19 n'est pas parti. Il faut continuer à être sérieux dans nos gestes. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci À beaucoup. très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. À vous, citoyens d'un monde confiné. Suite à une succession d'articles de presse plus anxiogènes les uns que les autres, est née l'envie de partager, certes à contre-courant de l'air ambiant, quelques réflexions positives en lien avec ce minuscule et non moins célèbre Covid-19. Depuis plusieurs semaines, la planète est sur pause. Alors que le nombre de morts continue sa progression et que l'humanité en oublierait presque de respirer, j'ose dire que la vie est bien faite et souris en imaginant des auditeurs abasourdis devant une telle aberration. Aussi, vais-je tenter de convaincre les plus incrédules, les plus pessimistes, à condition que ceux-là même acceptent, ne serait-ce qu'un instant, de changer de regard, de poser les yeux de l'amour sur une situation qui pourrait être tirée d'un scénario de science-fiction reconnu parmi les meilleurs. Et si ce virus avait pour vertu de nous rendre la vue? C'est le moment d'y réfléchir. Ce temps permet de constater des trêves qui perdurent dans les pays en guerre ainsi qu'une multiplication des appels au cessez-le-feu un peu partout dans le monde. Ce virus sonnerait-il les prémices de la fin des divisions? Ce temps permet de découvrir une proximité inédite avec nos frères confinés à l'autre bout de la terre. L'heure serait-elle à la solidarité internationale, au rassemblement entre les différentes races et religions? Ce temps permet de renforcer les liens avec nos proches, nos amis, nos relations, nos voisins, et par-dessus tout, de prendre conscience de leur importance dans nos vies. Ne pas leur rendre visite devient un acte d'amour. Quoi de plus essentiel que l'humain? Le fut-il, serait-il en passe d'être détrôné? Ce temps permet de conscientiser le lien vital qui existe entre les hommes. L'importance de nos héros anonymes, braves, efficients, dévoués. Personnel soignant, caissière, auxiliaire de vie, boulanger, pompier, éboueur. Petites mains déconsidérées et pourtant indispensables au fonctionnement d'une société. Posons-nous la question, que serions-nous sans eux? Ce temps permet de prendre le temps de s'occuper de soi, de regarder le ciel pour focaliser sur l'essentiel. Est-il anormal de se donner du temps à soi-même avant d'en donner aux autres? Ce temps permet de mettre de l'ordre dans la masse de dossiers que nous remettions au lendemain, d'embellir nos maisons, de nettoyer, balayer, astiquer, chanteuse ou machine. Côté matériel, on donne priorité à son lieu de vie, son toit, théoïté. Toi, théoï, son intérieur. Ce temps permet de rentrer dans ses profondeurs pour apaiser de vieilles blessures, peur, colère, tristesse, qui font souvent souffrir de manière inconsciente. Il est difficile de s'intérioriser dans une société hyperactive, parfois schizophrène. N'est-ce pas le moment de vivre une post-renaissance? Ce temps permet de constater aux quatre coins de la planète une véritable résurrection de notre environnement. Et la nature reprend ses droits, ciel plus bleu, air purifié, eau limpide. Et Venise, dans sa lagune, contempla les dauphins, mais qui l'eût cru? Ce temps permet de prendre le temps de la réflexion face à cet événement qui déboule à la manière d'un tsunami, de tenter sa propre analyse de la situation, de comprendre comment on en est arrivé là, au plan national et international,
à titre plus personnel. Chacun aura sa vision, chacun devra prendre sa part de responsabilité. En ce sens, je rejoins les propos d'Einstein. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Nous sommes tout, sauf des figurants désignés pour le tournage d'un film. Plus que jamais, nous devrons nous redresser, nous retrousser les manches, exprimer ce que nous voulons pour être acteurs du changement. Si souvent cité un exemple, Gandhi exhortait l'humain à se mobiliser, à se responsabiliser. Sois le changement que tu veux voir en ce monde. Il y aura un avant et un après. Demain ne sera plus comme hier. Des changements radicaux se produiront-ils ? Cela semble évident. Et même si ces temps inconnus en inquiètent plus d'un, refusons de choisir la voie la plus noire, celle du virus de la peur. Pire que le mal, ce virus-là ne doit pas envahir nos esprits, sachant qu'il a seulement le pouvoir qu'on veut bien lui donner. Durant ce passage, mieux vaut vivre le moment présent, cultiver l'amour au travers de choses simples qui réjouissent le cœur, se consacrer à ses passions, chant, danse, art créatif, sport, marche en nature. En bref, multiplier les instants de joie et aimer la vie plutôt que de penser à la mort. Optimisme et sérénité aideront à imaginer un avenir heureux pour nous et pour les générations suivantes qui n'ont pas à subir la double peine. Une fois les désordres passés et dépassés, je fais le pari d'un monde plus juste, plus humain. Il me paraît essentiel de rayonner l'amour et de semer ainsi le meilleur de nous-mêmes.